Alors, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment corriger les états financiers trimestriels pour qu'ils soient conformes au NCCF. Exactement comme on vous le demande à l'EFC CPA Canada. Ici, on est dans un cas de jour 3 qui dure à peu près 90 minutes dans une version 2014. J'ai pris seulement cette opportunité d'évaluation sur comment corriger mon état financier trimestriel. Alors, dans le plan match de cette présentation, je vais couvrir la dette à long terme avec option de conversion, le produit, une éventualité. Ensuite, on va toucher sur l'information financière et on va finir avec la différence entre un CCF et le FRS et les similitudes. Alors, commençons avec l'emprunt à long terme comportant une option de conversion. Selon le chapitre 3856, l'instrument financier, une dette convertible ne peut jamais être présentée comme un seul élément. Alors, il faut toujours séparer les deux composantes. On a une composante du passif et la composante du passif représente l'obligation de rembourser. Ensuite, on a la composante du capital propre qui est l'option de conversion. Alors, le paragraphe 21 exige que ces deux éléments, que ces deux composantes soient classées distinctement. Le paragraphe 31 précise que l'option de conversion doit être présentée séparément du passif. Ensuite, pour l'évaluation initiale, la norme permet deux méthodes. La première méthode, on évalue la composante des capitaux propres à zéro et donc 100% de ce produit d'émission-là est attribué au passif. La deuxième méthode, très fréquente à l'EFC, on évalue d'abord la dette seule parce qu'elle est le plus facile à mesurer. Ensuite, on va venir calculer la différence qui va être attribuée à la portion du composant des capitaux propres. Les deux méthodes sont permises, mais à l'examen, il faut en choisir une et l'expliquer clairement. Par la suite, une évaluation subséquente, le passif est généralement évalué au coût après amortissement, selon le paragraphe 11, à moins que l'entreprise choisisse l'option de juste valeur permis par le paragraphe 13. Finalement, le coût de la transaction, le paragraphe 17 précise que le coût directement attribuable à l'émission de la dette va être inclus dans la valeur du passif et non passé en charge immédiatement. En conclusion, la dette convertible doit être séparée entre le passif et le capital propre, évalué conformément selon 3856, et les coûts de transaction doivent être capitalisés dans le passif. Et maintenant, on enchaîne avec le produit selon le chapitre 3400. Ce chapitre-là porte sur un enjeu qui est sur le moment de constatation du produit. Alors, le principe fondamental est le suivant. On reconnaît un produit seulement lorsque l'exécution est achevée. Le paragraphe dit que le paragraphe 5 établit deux conditions essentielles. La première, c'est que le transfert de tous les risques et les avantages inhérents au bien vendu. La deuxième dit que le fait que la contrepartie soit raisonnablement euh, mesurable, sinon on ne peut pas contracter un produit, que même si la facture a été émise. Le paragraphe 13 précise que le moment de la constatation correspond au transfert des risques et des avantages et non à la date de la facturation ou d'encaissement. Finalement, le paragraphe 21 traite sur l'incertitude. Si la contrepartie est indéterminable avec précision ou si les rendus sont imprévisibles et significatifs, le produit ne doit pas être constaté. Alors, en conclusion, le produit doit être reconnu uniquement lorsque les conditions du chapitre 1400 sont respectées. On va toujours privilégier la prudence. Maintenant, on passe au prochain,
qui porte sur les éventualités. Le chapitre 3290, 3290. Donc, éventuel, passif, actif, éventuel. Alors ici, on parle de la poursuite. Selon le chapitre 3290, provision passif éventuel et actif éventuel, la question clé à se poser est toujours la même. Est-ce que c'est probable et peut-on estimer le montant de façon raisonnable? Ici, en 3290, il n'accepte pas un actif éventuel. Quand c'est pas estimable, on va juste ajouter une note seulement. Mais quand c'est probable et estimable, on va faire une provision. Alors, selon le chapitre 3290, le paragraphe 12 dit que lorsqu'une perte est probable et que son montant peut être estimé raisonnablement, on peut prendre une provision, on va comptabiliser une provision. Par la suite, euh, que le paragraphe 14 dit, par contre, c'est que si la perte est probable, mais que le montant il n'est pas est indéterminable ou non raisonnable, on ne peut prendre aucune provision et on ne peut pas la comptabiliser. Mais une information doit être fournie par la voie de note aux états financiers. Il est important de rappeler qu'un actif éventuel n'est jamais comptabilisé. En conclusion, le traitement dépend du degré de probabilité et de la fiabilité de l'estimation conformément au 3290. OK. Alors ici, on passe aux informations financières dans les états financiers intermédiaires. D'abord, un événement postérieur, on va devenir la divulguer. Un élément extraordinaire, ce n'est pas permis. Le régime des pensions, le régime euh, privilégié des actions, c'est pas requis. Donc, on n'a pas un état du résultat global comme en IFRS. Alors, ici, on a plusieurs chapitres. D'abord, on va commencer avec les informations financières des états financiers intermédiaires sur les événements postérieurs. Le chapitre 38-20, ça porte sur les événements postérieurs à la date du bilan. Elle va venir exiger qu'on fournisse certaines informations. Ici, le paragraphe 11 dit qu'il faut divulguer la nature de l'événement ainsi que son incidence financière lorsque celle-ci est significative. L'objectif, c'est de permettre aux utilisateurs des états financiers de bien comprendre la situation financière de l'entité. Ensuite, deuxième élément, c'est sur les événements extraordinaires. Le chapitre 1400 porte sur les normes générales des états financiers. Les NCCF ne permettent pas la présentation distincte des éléments extraordinaires. Le chapitre 1400 exige plutôt qu'on fournisse des informations suffisantes dans les notes afin de donner une image fidèle. Donc, même si un événement est inhabituel ou non récurrent, il doit être même inclus dans les résultats normaux, avec des explications en note au besoin. Ensuite, on passe aux résultats par action. Donc, les résultats par action, les RPA, les informations sur les résultats par action ne sont pas requises selon les NCCF. Elle peut donc être éliminée dans les états financiers. Ensuite, on va passer à l'état du résultat global. Selon le chapitre 15-20, contrairement au IFRS, les NCCF n'exigent pas la présentation les états du résultat global, les AERG, ni la présentation du cumul des AERG étendu. Toutefois, la source de ces éléments doit être identifiée lorsqu'il existe. Et les 3251 portent sur les capitaux propres. Ça n'exige pas qu'on le présente, justement, c'est ça. C'est les 3251 qui n'exigent pas que le cumul des AERG soit présenté.
Alors ici, le message, alors ici, c'est que la différence entre les NCCF et l'IFRS pour les dettes convertibles avec les options de conversion. Alors, en NCCF, les capitaux propres ne peuvent être évalués à zéro. En IFRS, les capitaux propres ne peuvent jamais être évalués à zéro. La différence de présentation possible. Ensuite, la différence entre NCCF et IFRS pour les produits, c'est qu'en NCCF, on parle de transfert des risques et des avantages, tandis qu'en IFRS 15, on parle d'un transfert de contrôle entre le vendeur et l'acheteur. En IFRS, ça va venir présenter beaucoup plus détaillé sur les traitements comptables. Ensuite, la différence entre NCCF et l'IFRS, c'est que au niveau des éventualités, en NCCF, on parle que c'est probable. En IFRS, on parle que c'est plus probable qu'improbable. En IFRS, il y a une reconnaissance beaucoup plus rapide. Donc, le message clé, en conclusion, le message clé pour l'EFC, c'est que pour bien réussir les enjeux des opportunités d'évaluation, il faut bien identifier correctement les enjeux, appliquer la bonne norme, expliquer le raisonnement et conclure clairement. Pour considérer réellement l'analyse au niveau compétent avec distinction, il faut toujours que il faut que les questions ouvertes qui obligent à raisonner, hiérarchiser, justifier et conclure comme le FC, pas du jour, pas nécessairement du par cœur. Voilà. Je vous remercie pour d'avoir écouté la capsule, mais toujours vous référer aux normes dans Notion et venir faire votre propre fiche. Les fiches techniques de Mireille sont toujours bien synthétisées pour vous aider à faire votre propre fiche. Merci, bonne journée.